Vous aimez encourager les autres, non? Vous préférez être encouragé? Est-ce qu'un encouragement peut être dangereux? Nathalie Rivaud m'a proposé de réfléchir et de participer à son émission 100% sport autour des encouragements. Bonne écoute! On va parler préparation mentale aussi à ce qui se passe dans notre cerveau. L'expression être porté par la foule l'indique bien. Parfois, c'est vrai, le public semble jouer un rôle capital dans les performances, les encouragements qui viennent peut-être compenser parfois la souffrance physique, mentale, qui redonne ce petit supplément d'âme également qui va permettre de se dépasser, de tout donner sur la dernière ligne droite. Mais les encouragements, ils ont aussi leur place pendant la préparation pour continuer à regarder le cap. Mais faut-il tout de même s'en méfier? On va en parler avec notre préparatrice mentale. Bonsoir Bérénice Tillier. Bonsoir Nathalie. Merci beaucoup d'être avec nous. Tous nos vœux pour cette année. Très bonne année et un mental en pleine forme. Au top, bien sûr, avec vos conseils. Vous êtes préparatrice mentale, vous êtes installée à Auxerre et vous êtes avec nous effectivement ce soir. Parce que c'est pas rare de voir ces sportifs tout donner sur la dernière ligne droite quand ils sont acclamés par la foule, alors que peut-être même ils ne sont que ce soit des sportifs amateurs ou des sportifs professionnels. Donc on le sent bien, bien sûr, que les encouragements, ils ont toute leur place dans la performance sportive. Complètement, parce que lorsqu'on est encouragé, on est reconnu. On est à la fois reconnu dans nos forces, mais dans nos faiblesses, et on est aussi reconnu dans l'effort qu'on donne. Et tout ça, ça porte, parce qu'on se dit, mais alors ça vaut le coup. Et puis on est admiré, ça fait du bien aussi. Ça flatte l'ego, forcément, ça fait du bien. Mais ça nous porte, ça donne ce petit supplément d'énergie ou cette différence, notamment les équipes, regardez, celles qui jouent à domicile ou à l'extérieur. Ou alors peut-être les bonnes ondes. Tenez, il faudrait peut-être qu'on étudie aussi le phénomène des bonnes ondes. Si tout le monde se met à mettre plein de bonnes ondes sur quelqu'un, ça joue peut-être. Mais je pense que c'est surtout de sentir qu'on fait partie d'une grande communauté qui, quelles que soient nos forces ou nos faiblesses, sont là et nous disent, écoute, là, quoi que tu fasses, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, on est derrière toi. Et ça, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Oui, ça fait du bien à tout le monde, vous l'avez dit, aux sportifs en particulier, parce que c'est vrai que parfois ils en redemandent, ils en ont besoin, et ils le disent d'ailleurs. Vous savez, dans le sport, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté, en fait, très spectacle. Pour moi, il y a un côté artiste dans le sportif. On va travailler le geste précis, le mouvement précis. On a une salle de spectacle. On est applaudi d'ailleurs au JO. Les épreuves qui sont conservées, maintenant, elles doivent avoir un aspect spectaculaire. Il faut qu'elles puissent être mises en image. Et donc, il y a effectivement cet aspect de spectacle. Et du coup, il y a un échange. Parce qu'à la fois, on encourage quelqu'un, mais on le voit faire des efforts, mais ça nous renvoie à nous-mêmes quand on fait des efforts. Donc finalement, il y a un échange et d'énergie et de reconnaissance dans l'humain. Il fait un effort, mais moi aussi, quand je fais un effort, j'ai besoin d'être encouragée. Il me donne du plaisir, ce gars, avec tous les efforts qu'il fait, avec ce beau spectacle qu'il me donne. Et ben moi, je vais l'encourager à aller plus loin, parce que finalement, moi, j'ai encore envie de plus de spectacles. Est-ce qu'ils sont nécessaires, ces encouragements? Alors, je dirais qu'ils sont précieux, mais il ne faudrait pas qu'ils deviennent indispensables, parce qu'à ce moment-là, on en est esclave. Et là, ça peut être dangereux. Mais il me semble très précieux. Donc, si on veut soutenir son équipe, oui, c'est nécessaire. Si maintenant un sportif ou une équipe va, par exemple, donner comme argument qu'elle n'a pas gagné ou qu'il n'a pas gagné parce qu'il n'a pas eu d'encouragement, ou que le public était contre lui ou contre elle, là, ça pose problème. Voilà, c'est pour ça que les encouragements, si c'est une donnée de base dans sa préparation, non mais moi, je coche dans ma préparation mentale encouragement pendant toute ma préparation et pendant que l'événement se passe, c'est risqué pour moi. C'est un bonus. Alors justement, on va rembobiner le fil de ces encouragements et de la place des encouragements à la fois le jour J, mais aussi pendant toute la période de la préparation. Parce que déjà, on va définir ce qu'est l'encouragement. Oui, alors du coup, j'ai fait des recherches, comme à chaque fois. Donc, j'ai mis le nez dans tout un tas de sites sur l'étymologie des mots. Et alors, encouragement, évidemment, ça vient de courage. Donc, vous avez cœur, qui vient de corps en latin, le cœur, mais le cœur au sens de siège des émotions. Et alors, j'ai appris que le suffixe âge, pour courage, il veut dire qu'il englobe tout ce qui concerne le mot. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a autour de l'émotion et du cœur. Mais également, il y a une idée de mise en action. Donc, en fait, dans le courage, il y a la mise en action par rapport au siège des émotions. Donc là, vous voyez, moi, pour la préparatrice mentale, ça me parle. Forcément. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va ressentir, quelle mise en action on va faire, sous-entendu pour atteindre nos objectifs. Et évidemment, par rapport à des émotions qui vont éventuellement nous gêner.
Voilà, hein, l'embarras du choix, hein, la peur, le manque de motivation, etc. Et du coup, ces émotions qu'on va ressentir dans son cœur, elles sont forcément subjectives. Hein, tout le monde ne va pas avoir la même perception d'un événement. Donc, le courage, ça va être ce qu'on va être capable de mettre en action par rapport à ce qu'on perçoit du monde, pas forcément la réalité. Hein, chacun, d'ailleurs, on le sait très bien chez les sportifs, il y a des sportifs, plus on va être contre eux, plus ils vont performer. Il y en a d'autres, au contraire, s'ils ont un public contre eux, ça va complètement les bloquer. Donc, c'est complètement par rapport à la perception. Donc, ça, c'est rien que pour le courage, vous voyez. Et encourager, le en, c'est l'idée de l'intériorité. On est dedans. Hein, et il y a plusieurs façons d'être dedans, et j'ai vu dans les différents types, il y a mettre dedans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va mettre quelqu'un dans le courage. Ah, ça peut être vous-même. En situation, en fait. En situation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va prendre une action par rapport à l'émotion pour que la personne puisse être en action. Alors, pour être plus clair, je vais faire simple. C'est une personne qui va vous permettre d'agir par rapport à l'émotion que vous ressentez. Du coup, c'est super important parce que ce soit une personne ou vous-même, les deux peuvent le faire. Et là, en préparation mentale, être capable de s'encourager, ça doit faire complètement partie intégrante de votre préparation mentale. Alors justement, si je vous suis bien, Oui. ça veut dire que l'encouragement, il n'est pas forcément positif. Alors, justement, ici, il est positif, c'est s'il est bien adapté à la personne, puisque c'est une personne que vous voulez encourager, hein, vous la poussez, vous poussez cette personne à se mettre en action pour atteindre son objectif. Donc, si vous avez bien cette idée-là en tête, c'est bien, parce que vous allez mettre des actions qui vont être adaptées à la personne. Mais faut-il connaître la personne, connaître les circonstances? Donc finalement, un encouragement, ça ne se fait pas à la légère. Ce qui va encourager une personne ne va pas encourager une autre. Il y a par exemple des personnes qui vont être encouragées quand vous allez leur... Alors, attention, je vais citer des trucs que j'ai entendus sur les bords des terrains. Bouge-toi les fesses, machin. Là, il y va, c'est marche. Il y en a un autre, au contraire, on va plutôt être dans la réassurance en disant je sais que tu le peux faire, tu sais que tu as bossé, fais confiance en toi. Donc l'encouragement, il doit être adapté, dosé, voilà. Tout un art, c'est l'art du coach. Et ben justement, vous êtes avec nous, Bérénice Tillier, vous êtes notre invitée. C'est vrai que sur le bord du terrain, quand on entend bouge-toi les fesses, c'est loin d'être un compliment. Alors oui, parce qu'attention, hein, l'encouragement n'est pas le compliment. L'encouragement, c'est donc vraiment un catalyseur d'action. C'est une personne qui va vous amener à pouvoir agir par rapport à une situation où l'émotion est très forte. Vous avez un objectif. Le compliment, alors, c'est intéressant parce que, bon, peu importe l'étymologie, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans les synonymes. Ça va de l'éloge à la flatterie. Donc, le compliment, on va vous dire ce qui va bien, ce qui est bien, ce qui va vous faire plaisir d'entendre. Et ça va jusqu'à la flatterie, quitte à être un peu donc hypocrite, hein, limite la flagornerie même. Hein, on va mettre aller la plus loin, totale. effectivement. Ouais. Donc, quand vous passez votre temps à ne faire que complimenter une personne et ne pas du tout mettre en lumière les points qui sont contre-productifs pour ses objectifs, vous êtes dans le compliment. À vous de voir si c'est ce qui est nécessaire ou non. Mais c'est pas forcément un encouragement. Et c'est pas, voilà, si on ne s'arrête que sur ce qui fonctionne et qu'on ne regarde pas du tout ce qui ne fonctionne pas, ben ça risque d'être totalement contre-productif pour atteindre l'objectif. Mais l'encouragement, il est là vraiment pour garder le cap. Voilà. L'encouragement, c'est... Moi, j'aime bien cette expression, d'encouragement, c'est un catalyseur d'action. C'est un catalyseur d'action pour aller à l'objectif. Donc, le compliment, c'est un autre objectif. Le compliment, c'est faire plaisir. Donc, le compliment, c'est faire plaisir, alors que l'encouragement, c'est une invitation à agir. Une invitation à agir, à se dépasser. Bien aussi, entendu. ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. On le disait en introduction, voilà, quand on est encouragé, quand on est porté, c'est vrai qu'on arrive à se transcender. Du coup, il y a certainement un impact aussi peut-être physiologique. C'est clair parce que de toute façon, vous êtes, comment dire, votre mental va être surboosté. Hein, dans la performance, donc quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie. Hein, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les règles de base en préparation mentale, tout ce qui est technique, tactique, physique, que ce soit pour faire une recette de cuisine, une compétition ou passer un examen, c'est 50% de la réussite. Technique, tactique, physique. 50% restant, d'après les neurosciences, c'est votre mental. Le mental, c'est l'ensemble des pensées et des émotions et la façon dont vous allez les gérer.
Quand on va arriver sur du sport de haut niveau, au JO de Tokyo, il y avait eu des reportages sur la préparation mentale. Les sportives maîtrisent tellement le technique, le tactique et le physique que le mental intervient pour 80%, 90%, jusqu'à 95% de la performance. C'est juste fondamental. Donc si le courage, l'encouragement, c'est-à-dire ce qui va vous porter au top de votre mental est là, eh bien, c'est juste que vous atteignez le top dans ce que vous allez pouvoir faire. Puisque de toute façon, technique, tactique, physique, ils ont tous à peu près des compétences similaires. Vous allez être porté par ce qu'on vous envoie comme énergie, par le fait que vous êtes en communion, par exemple, avec des membres de votre pays. Là, on va être au JO, à Paris. Et ça, c'est porteur. On sait que souvent, il y a des nations qui gagnent beaucoup quand les compétitions sont dans leur pays. Il y a quelque chose qui est plus grand que vous. Et là, c'est intéressant, c'est dans les systèmes de valeurs. En fait, quand on vous encourage et quand vous êtes sur vos systèmes de valeurs, sur vos valeurs fondamentales, comme l'a représenté son pays, vous allez vous transcender. Voilà. Oui, ça permet effectivement de s'identifier, de se sentir porté, amené, invincible peut-être même aussi parfois. Invincible, en tout cas, il y a cette idée que rien ne vous arrêtera. Voilà, c'est le guerrier pacifique. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas en guerre contre quelqu'un. Vous êtes en action pour quelque chose. Et ça donne du sens à ce qu'on fait. Et ça donne du sens, voilà. Et le sens, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur pour notre cerveau et qui fait que on va pouvoir se blesser, même pas sentir la douleur. Hein, on a plein de témoignages en sport ou dans d'autres domaines de personnes qui étaient tellement occupées à être centrées sur ce qu'elles devaient réaliser, qui ne sentent même pas la douleur, qui vont la sentir après. Et là, on va encore le revivre pour les JO. Bérénice Tillier, vous êtes notre invitée sur France Bleu Auxerre, vous êtes préparatrice mentale, vous êtes installée à Auxerre. On s'intéresse ce soir aux encouragements. Alors, on parle du sport, mais c'est vrai qu'on peut finalement le transposer à tous les moments de notre vie. On continue à en parler, on est ensemble jusqu'à 19h. Ce sera juste après Boulevard des Airs, Bruxelles, sur France Bleu Auxerre. Parlons sport sur France Bleu Auxerre avec 100% sport. La préparation mentale à l'honneur ce soir sur France Bleu Auxerre avec Bérénice Tillier, notre invitée préparatrice mentale à Auxerre. On s'intéresse aux encouragements qui viennent pendant une compétition, peut-être compenser une petite défaillance qui nous donne un regain d'énergie. Vous l'avez dit, ce sentiment aussi d'être reconnu dans ce que l'on fait finalement et qui amène aussi cette petite touche d'humanité. C'est vrai qu'on en parlait hors antenne. C'est vrai que ces encouragements, ils sont encore plus beaux quand ce sont des sportifs lambda qui les reçoivent de personnes qui sont sur le bord de la route et finalement qui passent et qui donnent un tout petit peu d'humanité à ce qu'on fait. Oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je me souviens aux 10 km de la JOCR, il y a une année je l'ai fait, puis les autres années, un coup j'ai fait l'inscription, un coup j'ai fait le ravito. Et donc après on encourage. Et que ce soit en tant que participante pour courir ou que personne qui donne des encouragements, on attend les derniers. Mais c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un qui vous connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui est là, qui vous dit vas-y. Et moi, vis-à-vis d'une personne qui fait une course, d'être là, de l'encourager, de voir qu'elle sourit, qu'elle se redresse et de me dire purée, mais on a ce pouvoir de communauté humaine, de se donner une énergie extraordinaire les uns les autres, alors qu'on ne se connaît pas. Ben moi, je trouve que c'est merveilleux. Et comme je vous le disais, je trouve qu'il y a quelque chose d'indicible. On a du mal à mettre un mot là-dessus. Comment est-ce qu'on peut mettre un mot sur le fait que quelqu'un, on va être plusieurs à encourager le dernier qui est là, qui a du mal, qui boite, il court plus tout à fait d'ailleurs, mais on est tous là derrière et quelque part ça résonne avec nous, avec nos propres faiblesses, de se dire quand on a un objectif qui nous tient vraiment à cœur, même quand on a un coup de mou, on peut y arriver. Et c'est vrai que, comme on dit, quand on est plusieurs, on va plus loin. Et il y a quelque chose comme ça dans l'encouragement. Alors, voilà. Sur la phase de préparation, par exemple, sur un objectif, celui qui encourage, c'est le coach qui a toute sa place. Est-ce qu'il doit être, lui, le premier supporter à encourager justement son athlète? Alors, si le coach n'encourage pas son athlète... Changer de coach. Vraiment, faites autre chose. Je crois qu'il y a une question à se poser. Il va le coacher, mais justement, il va l'encourager, pas forcément que le complimenter, bien entendu. Il va l'encourager, mais je pense qu'il y a des niveaux d'encouragement différents. L'encouragement de la famille, c'est quelque chose. L'encouragement des inconnus, c'est quelque chose. L'encouragement de son coach, c'est autre chose. Je pense qu'il y a des niveaux qui sont différents parce que, comme je vous disais, l'encouragement, on va souvent dire des mots qui viennent au fond de nous,
probablement les mots qu'on aimerait bien entendre nous si on avait besoin d'être encouragés. Hein, souvent, j'invite tous les gens qui nous écoutent, quand vous encouragez quelqu'un, qu'est-ce que vous dites à cette personne? Sachez qu'en principe, la façon dont vous encouragez quelqu'un, c'est l'encouragement dont vous avez besoin quand vous avez une défaillance, besoin d'un petit coup de booster. D'accord? Donc évidemment, l'entraîneur, il connaît parfaitement son joueur, et puis lui, c'est son métier, l'entraîneur, hein, c'est son job. Donc il va avoir un encouragement qui va être dosé, millimétré. La famille, ça sera plus sur l'affect, l'émotionnel. Il va le connaître, mais sur un plan plus affectif. Ou alors, et c'est là qu'il faut se méfier de l'encouragement, des familles qui sont tellement impliquées dans le parcours de compétition de l'athlète de haut niveau, mais parfois chez les enfants, et on voit ça, et qui sont un peu débordés par les émotions. Hein. Il y a plein de niveaux d'encouragement. Oui, si on fait selon effectivement son passé, si on fait un transfert ou pas. Voilà, si on fait un transfert. Voilà, il y a des parents, on a l'impression qu'ils sont en train de jouer leur existence au match de foot le samedi de leurs enfants. Hein. C'est important. Et du coup, l'encouragement n'est peut-être pas le plus juste. Mais enfin, ils sont là, et c'est déjà formidable qu'ils soient là. Donc oui, le coach, je pense qu'il est fondamental qu'il fasse des encouragements, comme c'est faire le coach de façon professionnelle et adaptée. Alors, quelle est la place justement de l'encouragement sur une séance d'entraînement? C'est-à-dire que ça va tenir du débrief, ça va tenir peut-être sur une répétition de gestes, de gammes. L'encouragement en termes d'attitude, je donne le message, que ce soit avec le corps, avec des petits gestes qu'on a entre nous, puis le coach et puis le sportif, ils ont plein de petits codes entre eux. Ça peut être tout le temps en fait, parce que ça peut être simplement, imaginez un jour, il y a un entraînement et par exemple, vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle familiale. Encourager, un truc simple, une petite tape sur l'épaule, un regard, dire je sais que c'est pas facile aujourd'hui. Et le simple fait, encore une fois, de se sentir reconnu en tant qu'individu dans sa faiblesse, ça suffit à prendre de la distance par rapport à cette faiblesse, donc de prendre de distance par rapport à l'émotion et de se replonger dans ce qu'on a à faire. Donc ça peut être par rapport à quelque chose d'un événement, par rapport à un entraînement, quelque chose d'habituel. Alors là, chaque entraîneur va avoir ses habitudes, ses façons de faire. Il y en a, ils vont donner un bon coup d'encouragement en début d'entraînement. Il y en a, ce sera plutôt à la fin. Il y en a, c'est un peu tout le temps. Il y en a, c'est très épisodique. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner il faut, il y a qu'un, faut qu'on. Oui. C'est trop à personnaliser sur le terrain en fonction de l'individu, de l'équipe, du fonctionnement, etc. En revanche, qu'il n'y ait aucun encouragement, ça doit questionner. Parce que je pense que tout ça, on est là, puis tous ceux qui nous écoutent, un petit encouragement de temps en temps, ça fait du bien. Et je pense que dans la préparation, il faut inclure un minimum d'encouragement de la part du coach. Et ensuite, très important, alors là en revanche, là je vais être beaucoup plus claire, il est absolument important de mon point de vue que l'athlète soit capable de s'encourager lui-même. C'est ce que j'allais vous demander justement, mais on va y revenir un peu plus tard. En revanche, ça me fait penser à ces causeries d'avant-match, notamment dans les vestiaires de sport collectif. Oui. Ce moment, il est très important, il est crucial. Chaque entraîneur a sa patte parce que c'est là où on encourage et donc on motive ses joueurs. On a vu beaucoup de reportages justement sur ce qui se passe à ce moment-là, dans cette intimité de vestiaire, ou même pendant les matchs quand on perd un peu le fil et comment on essaye de redresser la barre, où les mots sont un peu crus, parfois pas tendres aussi. Donc il peut tout se passer finalement. Et c'est ce que je vous expliquais. Il y a des encouragements, ça va être avec, comme vous dites, un langage un petit peu fleuri. Je ne vais pas en citer ici, tout le monde le connaît. Ça peut être fait avec énormément d'énergie. Ça peut être une énergie qui est à la limite de la provoque. Et il y a des personnes pour qui ça va fonctionner formidablement bien. On va titiller l'ego. Non mais tu vas nous prouver là un peu que tu es capable de machin et tout. Il y en a d'autres, faut pas. Il y en a, c'est pas du tout la bonne idée. Il y en a, on va réassurer. Donc où je suis admiratif sur les entraîneurs d'équipe, c'est qu'ils arrivent à trouver un mode opératoire qui va correspondre à toute l'équipe. Et là, bravo, parce que ce sont quand même des individualités. Voilà. Donc va pas y avoir une seule règle. En revanche, c'est à chacun de bien se poser la question. Parce que si vous êtes entraîneur, est-ce que je donne des encouragements qui sont vraiment adaptés? Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que ça marche? Ou attention, est-ce que je ne fais que redonner des encouragements que moi j'aime bien et qui me conviennent à moi? Ce qui ne vous convient à vous et qui va sortir sans réfléchir ne conviendra pas forcément au public que vous avez en face de vous. Donc pour un entraîneur,
Lui, c'est un pro. Il faut sans arrêt réévaluer. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est de la pédagogie, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire? Est-ce que je pourrais pas me renseigner? Qu'est-ce qui a pu marcher ailleurs? Sans arrêt se remettre un petit peu en cause. Pas rester sur son autoroute de nos habitudes. Mais ça, c'est les règles de base de la pédagogie, hein. On partage, on échange, on évalue, on évolue. Voilà. On s'intéresse à la place des encouragements, à la fois dans la préparation, mais au moment de la compétition, ce qui va nous donner ce petit regain d'énergie, continuer à garder cette motivation essentielle pour aller au bout de l'effort, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'on ne s'intéresse pas seulement aux sportifs de haut niveau, c'est les sportifs amateurs, mais c'est aussi la vie de tous les jours. Ce sont les élèves en classe, ce sont ceux qui, dès lors qu'on a un objectif, on est obligé d'avoir cette motivation supplémentaire. Alors vous l'avez évoqué, qu'est-ce que l'auto-encouragement finalement? Alors ça, c'est fondamental, parce que ça, pour le coup, ça va se construire tout au long de la saison, mais même tout au long d'une vie d'athlète, et il serait une bonne idée d'apprendre à le développer dès l'école. C'est quel dialogue on va avoir avec soi-même. Donc c'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Donc typiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, vous êtes en train de faire votre course, vous avez un petit coup de fatigue, et c'est parti la petite voix. Vous savez la petite voix? Non mais t'es nul. De toute façon, t'as jamais réussi à la faire cette course. Je vois pas pourquoi tu la finirais aujourd'hui. Et hop là, c'est parti. Et puis alors là, j'aime autant vous dire que quand elle est là, elle est bien là. Ah mais quand elle est là, elle est bien là, celle-là. Et alors là, c'est le découragement évidemment assuré. Et puis vous êtes fixé sur cette voie, donc vous n'êtes plus en train de mobiliser vos ressources techniques, tactiques ou physiques. Donc votre performance, de toute façon, va être négative. Et au niveau même physiologique, vous allez vous mettre à produire certaines hormones qui sont totalement contre-productives pour atteindre votre objectif, dans le sport ou dans autre chose. Hein, encore. Donc il est vraiment important d'avoir conscience de qu'est-ce que je me dis à moi-même. J'aime bien la phrase qui dit qu'on finit par devenir ce qu'on se répète tout le temps. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Donc il est important que l'athlète, qu'il soit de haut niveau ou l'athlète du dimanche, soit au clair sur ce qu'il se dit à lui-même. Et tout à l'heure, je vous parlais, mais quels encouragements vous donnez vous aux autres? Quels encouragements vous donnez à votre enfant, à votre voisin, à votre ami, etc. Souvent, vous allez spontanément dire à votre enfant les encouragements dont vous auriez besoin vous. Alors, écoutez-les bien, ces encouragements. N'hésitez pas à les noter sur un petit papier. Et lorsque vous avez un moment de découragement, redites-vous ces mots-là. C'est ce qu'on appelle s'auto-coacher. Vous pouvez même, je vous invite à vous mettre devant un miroir, vous regardez et vous imaginez que la personne qui est dans le miroir, si vous êtes avec des enfants, c'est votre enfant, si vous êtes avec des jeunes que vous entraînez, c'est un jeune, peu importe. Mais vous allez vous adresser à cette personne en face comme si ce n'était pas vous. C'est-à-dire qu'on va prendre de la distance par rapport à l'émotion. Du moment où on va prendre cette distance avec l'émotion, on va dire des mots qui vont nous venir, et précisément, c'est les mots que vous avez besoin d'entendre. Donc ça, c'est extrêmement précieux, en gros, dans tous les domaines de vie. Et le sportif en compétition, avec la pression qu'il peut avoir, et voire dans certaines circonstances, il peut avoir le public contre lui. C'est fondamental qu'il soit capable d'avoir un discours constructif pour lui. C'est-à-dire déjà, moi, je suis capable de m'encourager moi tout seul. Ça veut dire aussi avoir suffisamment confiance en soi, en son potentiel. Et bien voilà, et donc c'est ce qu'on disait hors antenne. Dans l'encouragement, il y a ces deux éléments d'estime et de confiance en soi. Est-ce que vous savez la différence entre l'estime et la confiance en soi? Moyennement, je préfère vous laisser parler. Alors l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Bah, tiens, qu'est-ce que je vaux, hein? Et la confiance en soi, c'est la capacité à agir. Donc, quelqu'un qui va avoir une estime de soi qui est faible, ce sont ces personnes qui, à peine il y a un petit échec, se disent « Bah oui, moi je le sais, j'ai jamais réussi. De toute façon, moi, tu sais bien, si tu comptes sur moi pour y arriver. » Voilà. Donc, ce sont des personnes qui se dévalorisent. Elles n'ont pas conscience de leur valeur. Elles pensent avoir une piètre valeur. La confiance en soi, c'est la capacité de passer à l'action. Donc, très souvent, quand on a une petite estime de soi, on peut avoir une difficulté à passer à l'action. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux se nourrissent. Plus vous allez être capable de passer à l'action, d'avoir de confiance en vous, plus vous allez nourrir votre estime de vous. Et plus vous nourrissez votre estime de vous, plus vous allez être en capacité d'avoir confiance en vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, pour quelqu'un qui manque d'estime de lui, de lui faire vivre des expériences où il va pouvoir se dépasser, parce qu'il va nourrir sa confiance en soi et donc son estime de soi.
Eh bien, dans le dialogue interne, le dialogue qu'on a avec nous-mêmes, c'est exactement ça, excusez-moi. C'est-à-dire que si vous pensez je cours, ah, j'y arrive pas, je suis crevée, je suis nulle, ben, vous avez une piètre opinion de vous, parce qu'une personne qui aurait une bonne estime d'elle-même, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va pas se dire ça. Elle va se dire tiens, j'ai un coup de barre, ça c'est un fait, on le sent. Mais après, l'émotion que ça va lui susciter, c'est ah, alors qu'est-ce qu'on a vu avec le coach pour pouvoir gérer quand j'ai un coup de barre? Il m'a dit de bien relâcher les épaules, de détendre un peu les jambes, de profiter de chaque petite descente pour me relâcher, pour que j'ai suffisamment de jus dans les côtes, de pas trop forcer sur mes appuis dans les côtes. Puis voilà, c'est tout. J'ai un coup de barre, qu'est-ce qu'on a mis en place ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour gérer? Et non pas j'ai un coup de barre et ah oui, je suis nulle. Vous voyez la différence? Eh bien, ce travail sur le dialogue interne, là pour le coup, c'est vraiment de la préparation mentale de base qui se fait pendant toute la préparation et dans tous les domaines de vie en fait. Encore Voilà. une fois, on y revient. Mais ça veut dire que par exemple, si on s'auto-encourage, si on n'a Ouais. pas de coach aussi pour s'entraîner, pour le sportif du dimanche notamment, ça veut dire qu'on est suffisamment autonome aussi pour pouvoir analyser la situation, prendre du recul et finalement arriver à... Et oui, mais oui, c'est ça qui est magique avec la préparation mentale, c'est qu'on vous apprend par rapport à donc le mental, l'ensemble des pensées et des émotions, à apprendre à accueillir ce que vous pensez, les pensées ou les émotions qui vous traversent. Je les accueille, non pas je vais critiquer ou juger ce que je pense, de toute façon ça vient tout seul, il n'y a pas de jugement à avoir. Je regarde, j'observe et je me dis bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Au lieu de rentrer dans un système de jugement, on est dans la bienveillance et pas dans la complaisance. On se dit pas ouais, de toute façon c'est pas grave, cool, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ça c'est la complaisance. On fait quelque chose qui ne convient pas pour atteindre notre objectif et on se donne tout un tas d'excuses. Non, non, non. Ça c'est pas de complaisance, mais pas de jugement non plus. Ouais, je suis nulle et puis j'ai pas fait assez et puis là il faut... Non, la bienveillance. Je regarde de façon lucide ce qui est en train de se passer et je me place en chercheur de solutions. Je suis pas dans ma zone de victime, je suis dans ma zone de pouvoir. Je vais être dans ma zone de victime le temps que l'émotion vienne. J'ai un gros coup de fatigue, c'est pas facile, on sait que je suis même pas à la moitié de la course que j'ai à faire, ça peut être angoissant. Mais si on accueille son émotion, on se dit j'ai un gros coup de fatigue, ah, je sens que ça m'angoisse. Alors, bon, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Pour l'angoisse, ça j'ai travaillé en prépa mentale, on m'a dit une image positive, par exemple, typiquement, je repense à une victoire que j'ai déjà eue, un moment où j'ai déjà eu un coup de barre et que j'ai réussi à dépasser ça. Et deuxièmement, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour gérer cette fatigue? Vous savez quoi? Vous êtes un chef d'entreprise. Vous êtes le chef d'entreprise de votre vie, et là par exemple de votre course, donc vous agissez en chef d'entreprise. Je note un problème, je le regarde, je l'évalue, je cherche des solutions. On s'intéresse aux encouragements. Alors place également dans la préparation, le jour J également, qu'il s'agisse d'un match, qu'il s'agisse d'une course ou de n'importe quelle autre compétition. Alors finalement, ces encouragements, est-ce que l'on doit aussi peut-être parfois s'en méfier? Alors oui, et notamment quand on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que quand c'est notre mode de fonctionnement opératoire, on ne peut pas passer à l'action si on n'est pas encouragé. Ou alors, à la moindre erreur, si on n'est pas encouragé, on ne peut pas réagir. On est comme paralysé. Et là, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que en pédagogie, vous allez avoir deux leviers. Parce que l'entraîneur, c'est jamais qu'un enseignant. Voilà. Vous allez avoir la réassurance, je vais rassurer, mettre la personne en confiance, et vous allez avoir le challenge. On va challenger la personne, c'est-à-dire qu'on va la faire sortir de cette fameuse zone de confort. Vous savez, je préfère appeler ça d'ailleurs la zone d'habitude ou la zone de confiance. Et on va devoir avoir ces deux leviers. Si vous êtes tout le temps dans la réassurance pour une personne, mais non, mais tout va bien, t'inquiète pas, je suis là, cette personne, elle ne va pas réussir à dépasser le moindre challenge. Vous allez la fragiliser. Quelqu'un qui est tout le temps challengé, qui est tout le temps sorti de sa zone de confort, sa fameuse zone de confort, de confiance, c'est pareil. Vous allez trop la sortir de sa zone en permanence. C'est hyper stressant puisque c'est un stress adaptatif qui est trop fort. Et c'est une personne qui, au contraire, va finir par perdre confiance en elle. Eh bien, l'encouragement,
comme il peut être sur les deux. Hein, vous pouvez avoir, je l'avais dit, un encouragement où on rassure ou l'encouragement où on challenge. Dans les deux cas de figure, c'est une question d'équilibre et de dosage. Il ne doit pas être ni trop dans la réassurance en permanence, ni trop dans le challenge en permanence, et surtout, il ne doit pas être là tout le temps. L'encouragement, c'est un bonus, c'est pas une donnée de base. Parce que Mais c'est pas une façon de communiquer, c'est pas une façon de procéder. Pas en permanence. Oui, bien sûr. Parce que vous êtes en train de courir. Si pour vous, l'encouragement, c'est la donnée de base, alors qu'est-ce qu'on fait après pour vous encourager quand vous n'allez pas? Quand il y a un coup dur, vous faites quoi là? Je sais pas, on appelle, je sais pas moi, une trentaine de pom-pom girls qui se mettent à danser. Là, on s'en sort plus, quoi. On s'en sort plus. Donc l'encouragement, c'est un bonus. Et ça doit être vécu comme un bonus. Vous avez votre fonctionnement de base, votre préparation technique, tactique, physique. Vous devez avoir la capacité de vous encourager vous-même. Et l'encouragement extérieur, c'est un bonus. Si vous avez un public qui est contre vous, eh bien, somme toute, c'est pas prévu dans le plan. C'est pas grave puisque c'est pas prévu dans le plan. Si j'ai des encouragements pour moi, c'est un bonus. Moi, je suis un athlète et je suis un athlète autonome. Je gère ma technique, ma tactique, mon physique, mon mental avec mes propres encouragements qui sont, comme on le disait hors antenne, complètement liés à votre objectif, pourquoi vous êtes là, comment, etc. Ça se construit de façon très méthodique. Et donc voilà, vous allez vers votre objectif. Et s'il y a des encouragements extérieurs en plus, eh bien, c'est merveilleux. Et c'est ce que vous disiez, le coach, c'est un enseignant. Et donc, forcément, comme un enseignant, il est à la recherche aussi, il cherche à ce que son athlète devienne autonome, finalement. Oui. Et alors, c'est toute la difficulté de cette relation très privilégiée entre le coach et son athlète. Aussi. Alors, quand j'ai fait mon diplôme universitaire en préparation mentale, c'était à Paris-Saclay, à l'UFR STAPS, hein, donc la fac de sport. Et il nous expliquait que les athlètes de haut niveau ont un trait de personnalité en commun, c'est qu'ils adorent être chouchoutés et ils adorent qu'on fasse tout à leur place. Et donc, eux, la préparation mentale, se dire qu'on va avoir des exercices à faire, à mettre en place, ils préfèrent avoir l'entraîneur qui est là, qui leur dit « Allez, vas-y, je suis là, je t'encourage ». Un côté très paternel ou maternel, vous voyez. Et non, le but du jeu, en préparation mentale, c'est toujours l'autonomie de la personne. Et en général, avec des exercices très ciblés, il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures. C'est la personne qui doit se prendre en charge. Donc l'autonomisation de la personne est une clé absolue. Et dans les encouragements, comme pour le reste. Alors justement, comment on fait des débriefs constructifs quand on est coach? Parce qu'il faut y mêler de la bienveillance, des encouragements, ne pas se focaliser seulement sur le positif. C'est quand même toute la difficulté, voilà, de Eh bien, on est très l'exercice. Comme c'est un enseignant, on est très structuré comme un enseignant. On reprend sa fiche d'objectif. Et ça, l'objectif, il a été construit pendant la préparation. L'objectif, il doit être spécifique, il doit être réaliste, il doit être mesurable. Pour faire vite, hein, pour ceux qui connaissent pas bien ce domaine, spécifique, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'y mettre une image précise, quelque chose de très précis. Réaliste, qu'il soit adapté à la personne, hein, qu'on puisse le rendre réel. Hein, moi, je ne vais pas vous dire que je vais au JO de basket dans quelques mois, c'est pas réaliste. Et puis mesurable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être quantifiable. Hein, je veux que ce soit mentalement ou physiquement d'ailleurs. Hein. Par exemple, je ne veux pas dépasser tel niveau de stress. Il y a des sportifs, là, ils m'expliquent en niveau de lumière. Ils voient des couleurs. Un sportif qui m'expliquait que lui, il faut qu'il reste dans le jaune parce qu'il ne se sent pas bien quand il voit du vert. Bon, chacun a ses mesures, donc ça c'est au niveau mental, et des mesures très concrètes physiquement. Moi, je veux être dans une forme de 7 sur 10. Enfin, après, chacun, on va avoir ses critères. Une fois qu'on a cet objectif-là qui est très clair et qui a été rédigé avec une forme affirmative, des mots qui évoquent le plaisir, enfin, toutes les règles de construction de l'objectif, eh bien, on reprend notre objectif, on reprend les sous-objectifs qui ont pu être mis en place et on évalue. Est-ce que ça a été atteint? Est-ce que ça s'est pas atteint? Est-ce que ça s'est éteint? Ah, là on l'a atteint et pourtant on n'est pas parvenu à ce qu'on voulait. Alors où est-ce que ça ne va pas? On réévalue, on réajuste. En fait, il n'y a rien qui est au hasard. Hein. C'est très construit. C'est très construit. Et l'encouragement, encore une fois, ça va être un bonus. L'athlète, il est là, on le surveille, on note, toi, tu as ton objectif, etc. Et là, si on voit qu'il a une petite baisse de morale, etc., lui dire, écoute,
Là, ok, tu as mis en place tout ce qu'il fallait, tu n'es pas tout à fait arrivé, mais ton objectif est atteint. Tu as réussi par exemple, tu as réussi à sortir en forme alors que tu étais déjà à ta 3e compétition, alors que l'an dernier, au bout de la première, tu étais déjà fatigué. On a atteint tel sous-objectif, mais tu vois, celui-là, il a retravaillé. Allez, tu vas déjà commencer à être content de ce que tu as réussi à réaliser. Et puis, maintenant, on va se focaliser sur ce qui n'a pas été atteint. Ou alors, s'il a tout foiré, dire, bon, écoute, c'est bien, tu es un humain, bienvenue dans le monde des humains. On va analyser ce qui a fait que tu as foiré tes objectifs. Et puis, ça ne sert à rien de pleurer. On est lucide et on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est difficile à accepter les encouragements parfois. Ah oui. Ça dépend de la personnalité de chacun, hein. Mais vous pouvez avoir Dans le domaine du sport, je trouve pas trop. Je le perçois pas trop. Je le vois plus dans le domaine de la vie privée. Quand on va dire à quelqu'un, oh là là, qu'est-ce que tu as bien fait ça? Oui, quand même, tu croyais que j'étais pas capable de le faire. Quand même, ça peut arriver. Dans le domaine du sport, ça pourrait vexer sur quelque chose parce qu'on connaît pas bien la personne, puis qu'en fait, la personne faisait quelque chose d'extrêmement simple, et puis, je sais pas, on veut la rassurer, on veut la complimenter. Et puis que la personne, elle finit par le sentir et que c'est pas ça qu'elle veut et qu'elle finit par s'agacer en disant ça va, hein, je le faisais déjà quand j'avais 8 ans, là j'en ai 14, c'est bon, voilà. Là encore, la différence entre le compliment et l'encouragement. Voilà, donc en fait, c'est à celui qui donne son encouragement de bien doser. On en revient toujours là, effectivement. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné ces petites clés aujourd'hui, d'avoir ouvert quelques portes peut-être un peu plus larges de notre esprit. Bérénice Tillier, préparatrice mentale, vous êtes installée à Auxerre. Merci de nous avoir accompagnés. C'est toujours un plaisir de venir. C'est toujours un plaisir de vous Pour moi écouter. aussi. À très bientôt sur France Bleu Auxerre. Bonne soirée à très vous. bientôt, au revoir et très bonne année à tout le monde avec tous les encouragements possibles. Exactement, et tous les beaux objectifs à réaliser. Et on fera le bilan en fin d'année. Faire un bilan sur ce que nous avons pu faire dans un domaine ou dans un autre. Voilà un très bon catalyseur d'action. Voilà une source d'encouragement à soi-même qui est excellente. Regardez où vous en étiez il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Soyez-en fiers. Vous voulez encourager mon travail? Eh bien, appuyez sur le petit pouce sous la vidéo et même pourquoi pas, abonnez-vous. Et je vous en remercie par avance beaucoup. Je vous encourage à avoir des projets, je vous encourage à cultiver votre joie, je vous encourage à croire en vous. Et à très bientôt.